Voilà, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et tous et merci d'être là. On est content d'avoir un bon public aujourd'hui parce que les étudiants, j'allais dire les élèves, mais on va plutôt dire les apprentis comédiens, ont quand même bien travaillé, se sont attaqués à un morceau relativement ardu. C'est du théâtre classique, Molière, Les Fourberies de Scapin, et que bien entendu, c'est votre présence aujourd'hui qui les motive à donner le meilleur d'eux-mêmes et qui donne la raison d'être au spectacle. Et comme vous le savez ou pas, vous le savez certainement si vous avez fait du théâtre, on joue toujours un petit peu différemment quand on a du public, on n'a pas tout à fait la même motivation que l'énergie qu'on peut mettre en place au quotidien. C'est la scène qui donne du sens à tout ça, donc c'est vous aussi qui donnez sens au spectacle d'aujourd'hui. Alors il y a, comme toujours dans ce spectacle, une série de remerciements à faire. Tout d'abord à Antonella qui fera un bar tout à l'heure à l'arrière, qui est la concierge de l'Athénée Crommelin, de nous accueillir ici. Cette année et l'année dernière, on a été sauvés par l'Athénée Crommelin parce qu'on n'avait pas de salle de spectacle disponible. Et donc on est bien content de pouvoir bénéficier des locaux et en particulier de l'aide d'Antonella. Merci à Johan, le régisseur, qui s'est démené sans compter ce week-end et le week-end dernier. Sachant que ceci a beau être une belle salle de spectacle pour une école, ça reste une école et pas une salle de spectacle. Et donc ça demande énormément de boulot pour que ça ressemble le plus possible à une salle dans laquelle on peut faire du théâtre. Merci aussi à mes collègues d'être présents. Alors en théâtre, on a Bénédicte qui est là et on a même un prof de solfège, Madame Motte. Alors vraiment un grand merci, ça nous fait vraiment chaud au cœur, même si on a des élèves en commun, de prendre une partie de son dimanche pour venir voir les autres. Enfin voilà, c'est une marque d'intérêt et c'est vraiment, ça fait chaud au cœur à tout le monde. Donc merci aux collègues d'être présents et merci aussi au jury, Anne-Isabelle Justens, qui est elle-même comédienne, qui a animé des ateliers théâtre et met en scène aussi bien en amateur qu'en professionnel, qui pourra faire un retour constructif aux enfants. Comme ça, ils auront l'avis du prof qu'ils ont déjà eu toute l'année, ils auront l'avis des collègues, ils auront l'avis de quelqu'un d'extérieur, et puis ils auront aussi l'avis de leur famille, qui est chaque fois un petit peu différent, mais tout ça est largement complémentaire. Nous aurons aujourd'hui donc du théâtre, mais aussi de la déclamation, puisque je peux aussi remercier ma collègue Chantal Debotte pour son investissement et pour cette nouvelle collaboration qui, je crois, nous a fait plaisir à l'un comme à l'autre, mais aussi à nos deux groupes d'élèves. Alors, les Fourberies de Scapin, en soi, peuvent se suffire à elles-mêmes, mais bien sûr, comme on est à l'Académie, on en a fait une adaptation. C'est une version qui va durer en tout 1h, 1h05. On a fait des coupures. Je crois que si on monte Scapin en entier, c'est 2h30 facilement, mais l'histoire est cohérente. Et comme on veut permettre à tout le monde de jouer, on a 6 Scapins qui vont se succéder. Ils ont tous le même costume, ils vont se passer le relais, comme dans une course relais, justement. Mais c'est aussi ça qui est beau, c'est de forger un esprit d'équipe et de voir qu'ils travaillent tous au même spectacle pour le même but. Donc nous aurons des extraits de déclamation. La Fontaine, c'est logique, c'est 17e siècle. Et alors le roman de Renard, c'est intéressant aussi parce que le personnage de Renard, du roman de Renard, avec un T dans le roman de Renard, est un personnage qui en a inspiré bien d'autres, dont Figaro dans Beaumarchais, le Chaboté, en tout cas on pourrait dire que c'est un dérivé, et Scapin, la Commedia dell'arte que vous allez voir ici, qui vient directement qui est inspiré aussi du personnage de Renard. C'est quelque chose qui fait sens. Et nous aurons enfin un petit peu de musique, puisque certains des élèves ont suivi en même temps des cours de musique. Alors malheureusement, la pianiste, comme il n'y a pas de piano, on ne pourra pas vous montrer un extrait de piano, mais pour 2 autres d'entre eux, ils pourront montrer une autre parcelle de leur talent. Donc tout à l'heure, quand le spectacle sera fini, ils auront un retour à chaud du jury, 5 minutes, global, collectif, mais à partir de la rentrée, et quand je dis la rentrée, je parle bien du 20 mai, c'est-à-dire la rentrée après nos nouvelles vacances de Pâques, on pourra débriefer individuellement ce qui aura été dit par le jury et par mes collègues. Donc l'année se poursuit à partir du 20 mai, contrairement à ce qui s'est parfois fait par le passé quand on avait notre spectacle très tard. On continuera à faire plein de choses intéressantes, dont de l'improvisation, des tas d'activités pour perfectionner la technique ou autre. Mais ce n'est donc pas la fin de l'année aujourd'hui, je vous rassure. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas fait, à aller voir la page Facebook de l'Académie, parce qu'à la page de l'événement Scapin, il y a des petites vidéos promotionnelles. Le but peut-être vous donner envie de venir. Vous êtes là, il ne faut plus vous donner envie, mais ça pourrait être intéressant de revoir les vidéos après avoir vu le spectacle. Là aussi, ça vaut le coup de remercier Thiago, l'élève qui a passé énormément d'heures sur les montages, et de remercier aussi, je ne sais pas si elle est là, mais Charlotte Rass, qui a fait l'affiche, elle est là apparemment, qui a fait la belle affiche
Voilà, là on a un brouillon qui est affiché ici, mais vous avez certainement vu le visuel aussi. Il ne vient pas de nulle part, c'est Charlotte Rass, que je ne connais pas, mais qui est là, oui j'ai bien vu maintenant, mais qui a largement contribué. On va encore remercier aussi, mais c'est vraiment important, le papa de Simon, qui, comme chaque année, comme les 2 dernières années en tout cas, a filmé le spectacle, mais en bien meilleure qualité que la petite caméra que moi je prévois à l'arrière, et qui va nous permettre d'avoir un souvenir à partager, et aussi remercier le papa d'un autre élève d'improvisation qui vient nous faire des photos. Voilà, il a fait des magnifiques photos la semaine dernière, donc je lui disais grand merci. Et puis il m'a dit, mais si vous voulez, je reviens en faire d'autres. Ben, j'ai dit qu'on serait très heureux d'avoir un beau souvenir visuel du spectacle. Voilà. Dernière chose, prenez le temps de le faire, coupez bien vos téléphones portables ou vérifiez qu'ils sont bien éteints. On a souvent des blagues par rapport à ça. Ça dérange et puis c'est pas tellement d'époque puisqu'on va se replonger dans le XVIIe siècle. Alors une fois que c'est fait, je vous souhaite à toutes et tous un très bon spectacle. Seigneur, je ne saurais regarder d'un bon œil ces vieux singes de cour qui ne savent rien faire. Sinon, à leur marché, les princes contrefaire et se vêtir comme eux d'un pompeux appareil. Si leur maître se moque, ils feront le pareil. S'il ment, ce ne sont eux qui diront du contraire. Plutôt auront-ils vu, afin de lui complaire, la lune en plein midi, à minuit le soleil. Si quelqu'un devant eux reçoit un bon visage, s'ils le vont caresser, bien qu'il crève de rage, s'il le reçoit mauvais, il le montre du doigt. Mais ce qui plut contre eux, quelquefois me dépite, c'est quand devant le roi, d'un visage hypocrite, ils se mettent à rire et ne savent pourquoi. C'était l'époque Où le doux temps d'été déclinait et faisait place au rigoureux hiver. Renard, dans sa maison, était à bout de provisions. Il n'avait plus rien à dépenser. Il ne trouvait plus de crédit chez les marchands. Un jour de grande faim, Le goupil quitta Maupertuis et se glissa parmi les joncs entre la rivière et le bois. Après avoir beaucoup erré, il finit par arriver sur une grande route. il s'accroupit dans le fossé et tendit le cou de tous côtés. la faim au ventre. Il ne savait où chercher de la nourriture. Ne sachant que faire, Il se couchait après d'une haie. Espérant une occasion. enfin, Il entendit un bruit de roue. C'étaient des marchands qui revenaient des bords de la mer. Il rapportait de grosses quantités de harengs frais, Et de poissons. Dont ils avaient fait une pêche abondante. car une bise favorable avait soufflé toute la semaine. Les paniers croulaient sous le poids des anguilles et des lamproies qu'ils avaient achetés en cours de route. Quand Renard, L'universel trompeur. Était à une portée d'arc des marchands. Il reconnaît facilement les anguilles et les lamproies. il rampe sans se laisser voir jusqu'au milieu de la route et s'y étend. Les jambes s'écartées, La langue pendante, Quel traître! il reste là à faire le mort, sans bouger. et sans respirer. La voiture avance. Un des marchands regarde. Voit le corps immobile et appelle son compagnon. Oh, regarde là, c'est un goupil ou un blaireau? C'est un goupil, dit l'autre. Vite, descendons et attrapons-le, en prenant bien garde qu'il ne nous échappe pas. Les deux hommes se dépêchent et s'approchent de Renard. Lui donne des coups de pied, le pince. Le tourne et le retourne sans crainte d'être mordu. Il le croit mort. Il vaut bien 3 sous, dit l'un. Il en vaut bien au moins 4, reprend l'autre. Nous ne sommes pas chargés. Jetons-le sur la charrette. Vois comme sa gorge est blanche et nette. Ainsi dit, ainsi fait. Ils le saisissent par les pieds. Et le lance entre les paliers. Puis se remettent en route.
Pendant qu'ils se félicitent de l'aventure et qu'ils se promettent d'égorger Renard le soir même, Celui-ci ne s'inquiète guère. Il sait qu'entre faire et dire, il y a souvent un long trajet. Sans perdre de temps, il s'allonge sur les paniers et en ouvre un, avec les dents. et tire à lui plus de 30 harengs. Il les mange de bon appétit sans avoir besoin de sel ou de sauge. Mais il n'a pas l'intention de se contenter d'aussi peu. Dans le panier voisin frétillent les anguilles. Il en tire 3 beaux colliers. Renard, qui connaît tant de ruses, passe la tête et le cou dans les colliers, puis se les installe sur le dos. Il s'agit maintenant de quitter la charrette. Des 2 pattes de devant, Il s'élance au milieu de la route. Les anguilles autour du cou. Après avoir sauté, il crie au marchand. Dieu vous garde, mes braves vendeurs de poissons. J'ai partagé en frères, j'ai mangé vos plus beaux harengs et j'emporte vos meilleures anguilles. Le reste est pour vous. Quelle n'est pas la surprise des marchands. Au goupil crie-t-il. Il saute de la charrette, pensant attraper Renard, mais le goupil ne les a pas attendus. Oh, fâcheux contretemps, disent-ils. Et quelle perte pour nous! Nous avons été bien naïfs de nos filles à Renard. Voyez comme il a soulagé nos paniers. Puisse-t-il en crever d'indigestion! Tant qu'il vous plaira, je ne crains ni vous ni vos souhaits. Les marchands courent après lui, mais il va trop vite. Ils ne peuvent le rattraper. Renard file à vive allure vers Maupertuis. Hermeline, sa bonne et sage épouse, l'attend à l'entrée. Ses 2 fils, Malbranche et Perceuet, viennent à sa rencontre et le reçoivent avec tout le respect qui lui est dû. Et quand on voit ce qu'il rapporte, C'est une joie et des embrassements sans fin. Enfin, À table! S'écrie Renard. Fermons bien toutes les portes. Que personne ne vienne nous déranger. Ah, fâcheuse nouvelle pour un cœur amoureux. Dure extrémité où je me vois réduit. Tu viens, Sylvestre, d'apprendre au port que mon père revient? Oui, Qu'il arrive ce matin même? ce matin même. Avec la résolution de me marier? Oui. Avec la fille du seigneur Géronte? Du Seigneur Géronte. Et tu tiens ces nouvelles de mon oncle, De votre oncle. à qui mon père les a mandées par une lettre. Par une lettre. Et cet oncle, dis-tu, c'est toutes nos affaires? Toutes nos affaires. Et mais parle si tu veux et ne te fais point de la sorte arracher les mots de la bouche. Qui ai-je à parler davantage? Vous n'oubliez aucune circonstance et vous parlez tout justement des choses comme elles sont. Conseille-moi du moins et dis-moi ce que je dois faire dans ces cruelles conjonctures. Ma foi, je m'y trouve autant embarrassée que vous et j'aurais bien besoin qu'on me conseille à moi-même. Ah, je suis assassiné par ces mots de retour. Je ne le suis pas moi. Quand mon père apprendra les nouvelles, je verrai fondre sur moi un orage d'impétueuses réprimandes. Les réprimandes ne sont rien et plus est au ciel que j'en quitte à ce prix. Pour moi, je vois se former au loin un nuage de coups de bâton qui crèvera sur mes épaules. Au ciel, par où sortir de l'embarras où je me trouve. C'est à quoi vous deviez songer avant de vous y jeter. Tu me fais mourir par tes leçons de saison. Vous me faites d'autant plus mourir par vos actions étourdies. Quel remède recourir? À quelle solution prendre? Qu'est-ce, Seigneur Octave? Qu'est-ce qu'il y a? Quel désordre est cela? Je vois tout troublé. Ah, mon pauvre Scapin, je suis perdu, je suis désespéré, je suis le plus infortuné de tous les hommes. Comment? Mon père revient à ce matin même et il veut me marier. Eh bien, qu'y a-t-il là de si funeste? Hélas, tu ne connais pas la cause de mon inquiétude. Non, mais il tiendra qu'à vous que je la sache bientôt. Ah, Scapin, si tu pouvais trouver quelques inventions, forger quelques machines pour me sortir de la peine où je suis, je te serais redevable de plus que de la vie. Tu sais, Scapin, qu'il y a 2 mois de cela, que le seigneur Géronte et mon père s'embarquèrent pour un voyage. Je sais cela. Et que Léandre et moi furent laissés par nos pères, moi sous la conduite de Sylvestre, et Léandre sous ta direction. Oui, je me suis fort bien acquitté de ma charge. Quelque temps après, Léandre fit la rencontre d'une jeune Égyptienne dont il devint amoureux. Puisque nous sommes grands amis, il me fit aussitôt confidence de son amour et me mena voir cette fille. Un jour où je l'accompagnais, nous entendîmes dans une petite ruelle écartée au loin quelques plaintes mêlées de beaucoup de sanglots. Où est-ce que cela nous mène? Nous entrons dans une pièce où nous voyons une jeune fille, toute sanglotante, la plus touchante et la plus belle qu'il soit.
Ah. Elle n'avait pour habillement qu'une méchante petite jupe, et sa coiffure était une cornette jaune retroussée en haut de sa tête qui faisait tomber en désordre ses cheveux sous ses épaules. Et cependant, faite comme cela, elle brillait de mille attraits. Ah, Scapin, tu l'aurais vu tel que je te l'aurais décrit. Tu l'aurais trouvé admirable. Je n'en doute point. Elle faisait fondre chacun en larmes en se jetant amoureusement sur le corps de cette mourante qu'elle appelait sa chère mère. Ah, Scapin, un barbare l'aurait aimé. Si vous n'abrégez ce récit, nous en voilà jusqu'à demain. Laissez-le-moi finir en deux. Son cœur prend feu dès ce moment-là. Il ne saurait plus t'aimer. Il n'aille consoler son aimable affiché. Ses fréquentes visites sont rejetées par la gouvernante. Voilà mon homme au désespoir. Il presse, conjure, supplie, point d'affaire. On lui explique que la fille, quoique sans bien et sans appui, est de famille honnête et qu'à moins que de l'épouser, on ne peut souffrir ses poursuites. Alors il consulte dans sa tête, raisonne, balance, prend sa résolution. Le voilà marié à elle depuis 3 jours. J'entends. Maintenant, rajoute avec cela le retour imprévu du père qu'on n'attendait que dans 2 mois, et l'autre mariage qu'on veut faire de lui avec la fille que le seigneur Géronte a choisie. Et par-dessus tout cela, mais encore l'indigence où se trouve cette aimable personne, et l'impuissance de quoi je vois devoir de quoi la secourir. Est-ce là tout? N'as-tu point honte, toi, de dérouler cours à si peu de choses? Que diable! Te voilà grand et gros comme père et mère. Tu ne saurais trouver dans ta tête, forger dans ton esprit quelques ruses galantes, quelques honnêtes petits stratagèmes pour ajuster vos affaires. Allez, va-t'en! Allez, je veux m'employer pour vous. Préparez-vous à soutenir avec fermeté l'abord de votre père. Je t'avoue que c'est d'abord me fait trembler d'avance, et que j'ai une timidité naturelle que je ne saurais vaincre. Il faut pourtant paraître ferme au premier choc, de peur que, sur votre faiblesse, il ne prenne le pied de vous mener comme un enfant. Je ferai du mieux que je pourrai. Répétons un peu votre rôle, et voyons si je ferai bien. Allons, la mine résolue, la tête haute, les regards assurés. Ainsi, Encore un peu davantage. comme cela. Bon. Imaginez-vous que j'ai votre père qui arrive. Répondez-moi fermement, comme si c'était à lui-même. Comment? Pandare? Vaurien? Infâme? Fils indigne d'un père comme moi? Oses-tu bien paraître devant mes yeux après tes bons déportements, après le lâche tour que tu m'as joué pendant mon absence? Est-ce là le fruit de mes soins? Marot! Est-ce là le fruit de mes soins? Le respect qui m'est dû? Le respect que tu me conserves? Allons donc. Tu oses engager un mariage clandestin pendant mon absence? Réponds-moi, coquin, réponds-moi. Voyons un peu tes belles raisons. Oh, que diable! Vous demeurez interdit. C'est que j'ai l'impression que c'est mon père que j'entends. Eh oui! C'est pour cette raison qu'il ne faut pas rester comme un innocent. Bon, je m'en vais prendre plus de résolution et je répondrai fermement. Assurément. Assurément. Voilà votre père qui arrive. Au ciel, je suis perdu! Voilà, Octave! Demeurez, Octave! Quelle pauvre espèce d'homme! Ne laissons pas d'attendre le vieillard. Que lui dirais-je? Laisse-moi dire moi, il ne fait que me suivre. A-t-on jamais ouï parler d'une action pareille celle-là? Il a déjà pris l'affaire. Oui, il a déjà pris l'affaire. Voilà une témérité bien grande. Écoutons-le un peu. Je voudrais bien savoir ce que me pourront dire sur ce beau mariage. Nous y allons franchir. Tâcheront-ils de me nier la chose? Non, nous n'y pensons pas. Ou s'ils entreprendront de l'excuser? Peut-être. Prétendront-ils de m'amuser par des contes en l'air? Celui-là se pourra faire. Tous leurs discours sont inutiles. Nous allons voir. Ils ne me donneront point à garder. Ne jurons de rien. Je serai mettre mon pendard de fils en lieu de sûreté. Nous y pourvoirons. Et pour le coquin de Sylvestre, je le rouerai du coup. J'étais bien étonnée, s'il vous plaît. Ah, vous voilà donc. Sage, gouverneur de famille, beau, directeur de jeunes gens. Monsieur, je suis ravi de vous voir du retour. Bonjour Scapin. Vous avez suivi mes ordres vraiment d'une belle manière. Et mon fils s'est comporté fort sagement pendant mon absence. Vous portez bien à ce que je vois. Ah, c'est bien. Je me dis mot, coquin, je me dis mot. Votre voyage a-t-il été bon? Oh mon Dieu, fort beau. Laisse-moi un peu quereller en repos. Vous voulez quereller? Oui, je veux quereller. Pourquoi? C'est lui. Pourquoi? Lui. Eh bien... Pourquoi donc? J'ai bien ouï parler de quelques petites choses, mais... Je serais d'avis que vous ne fissiez pas de bruit. Je ne suis pas de cet avis, moi, et je veux faire de bruit tout mon sou. Quoi?
Tu ne trouves pas que j'aille tous les sujets du monde être en colère? Si fait. J'y ai d'abord été moi, lorsque j'ai su la chose. Demandez-lui un peu belle réprimande je lui ai faite, et comme je l'ai chapitré sur le peu de respect dont il gardait un père. Mais quoi? Je me suis rendu à la raison. Et j'ai considéré que dans le fond, il n'avait pas tant de tort qu'on pourrait croire. Que me viens-tu conter? Il n'a pas tant de tort de s'aller marier depuis Temblon avec une inconnue. Voulez-vous qu'il soit aussi sage? Les jeunes gens sont jeunes, et n'ont pas toute la prudence qu'il leur faudrait pour ne rien faire que de raisonnable. Témoin, mon maître, Léandre, qu'il malgré toutes mes remontrances, malgré toutes mes leçons, est allé faire encore pire que votre fils. Je voudrais bien savoir si vous-même n'avez pas été jeune et n'avez pas fait des petites fredaines comme les autres. J'ai ouï dire, moi, que vous aviez été autrefois un compagnon parmi les femmes. Ah, ouais, cela est vrai, j'en demeure d'accord. Mais je me suis toujours tenu à la galanterie. Et je n'ai pas été jusqu'à faire ce qu'il a fait. Que voulez-vous qu'il fît? Il voit une jeune personne qui lui fait du bien, car il tient de vous d'être aimé de toutes les femmes. Il lui rend des visites, lui conte des douceurs, et le voilà surpris, avec elle par ses parents, qui la forcent à la main et le contraignent de l'épouser. La bile fourbe que voilà. Eussiez-vous voulu qu'il se fût laissé tuer? Il vaut mieux être marié qu'être mort. On ne m'a pas dit que la chose se soit ainsi passée. Demandez-lui plutôt, il ne vous dira pas le contraire. C'est par force qu'il a été marié? Oui, monsieur. Oserais-je vous mentir? Il devait donc aller tout aussitôt protester de violence chez un notaire. C'est ce qu'il n'a pas voulu faire. Ça m'aurait donné plus de facilité à rompre ce mariage. Voulez-vous qu'il confesse? Que ce soit par force qu'on lui fait faire ces choses? Ce serait se montrer indigne d'un père comme vous. Finissons ce discours que m'échauffe la bile. Va-t'en, Pandare, va-t'en chercher mon fripon, tandis que je vais rejoindre le seigneur Girante pour lui conter ma disgrâce. Monsieur, si je vous puis être utile en quelque chose, vous n'avez qu'à me commander. J'avoue que tu es un grand homme, mais et voilà l'affaire en bon train. Mais l'argent, d'autre part, nous presse pour notre subsistance. Laisse-moi faire. La machine est trouvée. Je cherche seulement, dans ma tête, une personne qui me soit affidée pour jouer un personnage dont j'ai besoin. Attends, tiens-toi un peu. Enfonce ton bonnet en méchant garçon. Crampe-toi sur un pied. Mets la main à côté. Fais les yeux furibonds. Marche en roi de théâtre. Voilà qui est bien. Suis-moi, j'ai des secrets pour déguiser ta voix et ton visage. Votre fils rompt étrangement les mesures que nous avons prises ensemble. Oh, ne vous mettez pas en peine. Je vous réponds de renverser tout cet obstacle et je vais travailler de ce pas. Ma foi, Seigneur Argante, voulez-vous que je vous dise? L'éducation des enfants est une chose à quoi il faut s'attacher fortement. Sans doute.
À quel propos cela? À propos de ce que les mauvais déportements des jeunes gens viennent le plus souvent de la mauvaise éducation que leur père leur donne. Oui, cela arrive parfois, mais que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire par là, Oui. que si vous aviez, en brave père, bien morigéné votre fils, il ne vous aurait pas joué le tour qu'il vous a fait. Fort bien, de sorte que vous avez bien mémorigéné le vôtre. Sans doute. Et je serais bien fâchée qu'il n'eût rien fait approchant de cela. Et si ce fils que vous avez, en brave père, si bien origéné, avait fait pire encore que le mien, hein? Comment? Comment? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, Seigneur Géronte, qu'il ne faut pas être aussi prompt à condamner la conduite des autres, et que ceux qui veulent gloser doivent bien regarder chez eux s'il n'y a rien qui cloche. Je ne comprends point ces énigmes. On vous l'expliquera. Auriez-vous lui dire quelque chose à propos de mon fils? Ah, cela se peut faire. Mais encore? Votre scapin, dont mon dépit ne m'a dit la chose qu'en gros, et vous pourrez de lui être instruit de détails. Pis encore que le sien. Pour moi, je ne vois pas ce que l'on peut faire de pis. Ah, voilà. Ah, mon père, que j'ai de joie de vous voir de retour. Doucement. Parlons un peu d'affaires. Souffrez, que je vous embrasse. Doucement, vous dis-je. Quoi? Vous me refusez, mon père, de vous exprimer mon transport par mes embrassements? Oui, nous avons quelque chose à démêler ensemble. Et quoi? Tenez-vous que je vous vois en face? Eh bien, Regardez-moi dans les yeux. Qu'est-ce donc qui s'est passé ici? ce qui s'est passé. Oui. Qu'avez-vous fait pendant mon absence? Que voulez-vous, mon père, que j'ai fait? Ce n'est pas moi qui veux que vous ayez fait, mais qui demande ce que vous avez fait. Moi, je n'ai fait aucune chose dont vous ayez lieu de vous plaindre. Aucune chose. Non, Voilà bien résolu. c'est que je suis sûr de mon innocence. Scapin, pourtant, a dit de vos nouvelles. Scapin! Ce mot vous fait rougir. Il vous a dit quelque chose de moi? Celui n'est pas tout à fait propre à vider cette affaire. Nous allons l'examiner ailleurs, pour se rendre au logis. Ah, traître! S'il faut que tu me déshonores, je te renonce pour mon fils. Et tu peux pour jamais te résoudre à fuir ma présence. Me trahir de cette manière. Un coquin qui doit, par sans raison, être le premier à cacher les choses que je lui confie, est le premier à les aller découvrir à mon père. Ah, je jure le ciel que cette trahison ne demeurera pas impunie. Ah, Scapin, mon cher Scapin, que je ne dois-je point être indécent, que tu es un homme admirable et que le ciel m'est favorable de t'envoyer à mon secours. Ah ah, vous voilà. Je suis ravi de vous retrouver, monsieur le coquin. Monsieur, votre serviteur, c'est vraiment trop d'honneur que vous me faites. Vous faites le méchant plaisant. Ah, je vous l'apprendrai. Monsieur! Léandre! Non, Octave, ne me retenez point, je vous prie. De grâce! Laissez-moi contenter mon ressentiment. Au nom de l'amitié, Léandre, ne le maltraitez point! Je vous ai fait quelque chose, monsieur? Ce que tu m'as fait, traître! Hé, doucement! Oui, coquin, je sais le trait que tu m'as joué. On vient de me l'apprendre, mais je veux en avoir la confession de ta propre bouche, ou je vais te passer cette épée au travers du corps. Mais je vous ai fait quelque chose, monsieur? Oui, coquin. Mais je vous assure que je l'ignore. Je l'ignore. Léandre! Eh bien, puisque vous le voulez, je vous confesse que j'ai bu, avec mes amis, ce petit carton de vin d'Espagne dont on vous fit présent il y a quelques jours. Et que c'est moi qui fis une fente au tonneau et répandis de l'eau autour pour faire croire que le vin s'était échappé. C'est toi, traître, qui as bu mon vin d'Espagne. Oui, monsieur, je vous en demande pardon. Je suis bien aise à prendre cela, mais ce n'est pas l'affaire dont il est question maintenant. Ce n'est pas cela, monsieur? Non, c'est une autre affaire qui me touche bien plus, et je veux que tu me la dises. Mais monsieur, je ne me souviens pas d'avoir fait autre chose. Tu ne veux pas parler? Eh, Tout doux. oui, il est vrai qu'il y a 3 semaines que vous m'envoyez porter le soir une petite montre à la jeune égyptienne que vous aimez. Je remonte au logis, mes amis tout couverts de boue et mon visage plein de sang. Et vous dis que j'avais trouvé des voleurs qui m'avaient bien battu et qui m'avaient dérobé la montre. C'est toi qui avais retenu ma montre. Oui, monsieur, seulement pour voir l'heure qu'il est. Eh bien, j'ai un serviteur fort fidèle, vraiment. Mais c'est toujours pas cela que je demande. Ce n'est pas cela. Non. Monsieur, voilà tout ce que j'ai fait. Voilà tout. Hé! Vous vous souvenez de ce loup-garou, il y a 6 mois, qui vous donna
tant de coups de bâton la nuit et vous pensez à faire rompre le cou dans une cave où vous tombâtes en fuyant? Eh bien, C'était moi, monsieur, qui faisais le loup-garou. c'était toi qui faisais le loup-garou? Oui, monsieur, seulement pour vous faire peur et pour vous ôter l'envie de me faire courir toutes les nuits comme vous aviez de coutume. Eh bien, je saurais m'en souvenir en temps et en lieu de tout ce que je viens d'apprendre, mais je veux en venir au fait et que tu me confesses ce que tu as dit à mon père. Votre père? Oui, Fripon, à mon père. Mais je ne l'ai pas seulement vu depuis son retour. Tu ne l'as pas vu? Non, monsieur. Assurément, Assurément. c'est de sa bouche que je le tiens. Avec votre permission, monsieur, il n'a pas dit la vérité. Monsieur, je vous apporte une nouvelle qui est fâcheuse pour votre amour. Comment? Vos Égyptiens sont sur le point de vous enlever Serbinette. Et elle-même m'a chargé de vous dire que si dans 2 heures, vous ne lui apportez pas l'argent que vous avez promis pour elle, vous allez la perdre à jamais. Dans 2 heures? Dans 2 heures. Ah, mon pauvre Scapin, j'implore ton secours. Ah, mon pauvre Scapin! Je suis mon pauvre Scapin à cette heure qu'on a besoin de moi! Allez, va. Je te pardonne tout ce que tu viens de me dire, et pis encore si tu me l'as fait. Non, ne me pardonnez rien. Passez-moi votre épée au travers du corps, je serai ravi que vous me tuiez. Non, je te conjure plutôt de me donner la vie en servant mon amour. Point. Vous feriez mieux de me tuer. Tu m'es trop précieux. Je te prie d'envoyer pour moi ce génie admirable qui vient à bout de toutes choses. Non, tuez-moi, vous dis-je. Ah, de grâce! Ne songe plus à tout cela et pense plutôt à me donner le secours que je te demande. Scapin, il faut faire quelque chose. Je te prie d'oublier mon emportement et de me prêter ton adresse. Je joins mes prières au ciel. J'ai cette insulte-là sur le cœur. J'ai tort, je le confesse. Me traiter le coquin de fripon de pendard d'infâme. J'en ai tous les regrets du monde. Me vouloir passer son épée au travers du corps. Je te demande pardon de tout mon cœur. Ah, Scapin, il faut se rendre à cela. Levez-vous. Une autre fois, ne soyez pas si prou. Me promets-tu de travailler pour moi? On y songera. Mais tu sais que le temps presse. Ne vous mettez pas en peine, vous notez ce qu'il vous faut. 500 écus. Et à vous? 200 pistoles. Je veux tirer cet argent de vos pères, allez-vous-en tous deux. Et vous, avertissez votre Sylvestre de venir vite jouer son rôle. Jeunesse impertinence. Voilà, Jeunesse impertinence. Monsieur, votre serviteur. Bonjour, Scapin. Vous rêvez à l'affaire de votre fils? Je t'avoue que cela me donne un furieux chagrin. Ce mariage impertinent qui trouble celui que nous voulons faire est une chose que je ne puis souffrir. Et je viens le consulter des avocats pour le faire casser. Ma foi, monsieur, si vous m'en croyez, vous tâcherez par quelque autre voie d'accommoder l'affaire. Vous savez ce que c'est que les procès en ce pays-ci. Et vous allez vous enfoncer dans d'étranges épines. Tu as raison. Je le vois bien. Mais quelle autre voie? J'ai été trouver le frère de cette fille qui a été épousée. C'est un de ces gens qui ne font pas plus de conscience de tuer un homme que d'avaler un verre de vin. Je l'ai mis sur ce mariage, lui ai fait voir l'appui que vous donnerez auprès de la justice, et votre droit, et votre argent, et vos amis. Enfin, j'ai tant tourné de tous les côtés qu'il a prêté l'oreille aux propositions que je lui ai faites. Et il donnera son consentement à rompre le mariage, pourvu que vous lui donniez de l'argent. Mais qu'a-t-il demandé? Des choses extravagantes. Mais encore. Ne parlez pas moins de 5 ou 600 pistoles. C'est mortel, les gens. C'est ce que je lui ai dit. J'ai rejeté bien loin de pareilles propositions et je lui ai bien fait entendre que vous n'étiez point une dupe. Enfin, après plusieurs discours, nous voilà au temps, s'il dit, que je dois partir pour l'armée. Je suis prêt à m'équiper et le besoin que j'ai de quelque argent, il me faut un cheval de service. Et je ne saurais en avoir un qui soit tant soit peu raisonnable, à moins de 60 pistoles. Eh bien, pour 60 pistoles, je les donne. Il me faudra le harnais et les pistolets. Et cela ira bien en 20 pistoles encore. 20 pistoles et 60. Ce serait 80. Justement. C'est beaucoup. Mais soit, je consens.
Il me faudra un cheval pour monter mon valet qui coûtera bien 30 pistoles. Comment diantre? Qu'il se promène, il n'aura rien du tout. Monsieur, Non, c'est un impertinent. voulez-vous que son valet aille à pied? Qu'il aille comme il lui plaira, et le maître aussi. Mon Dieu, monsieur, ne vous arrêtez point un peu de choses. N'allez point plaider, je vous prie, et donnez tout pour vous sauver les mains de la justice. Eh bien, soit. Je me résous à donner encore ces 30 pistoles. Il me faut encore, m'a-t-il dit, un mulet pour porter... Qu'il aille au diable avec son mulet. C'en est trop, et nous irons devant les juges. De grâce, monsieur. Non, je n'en ferai rien. Monsieur, un petit mulet. Je ne lui donnerai pas seulement un âne. Considérez. Non, j'aime mieux plaider. Hé, monsieur, jetez les yeux sur les détours de la justice. Voyez combien d'appels et de degrés de juridiction, combien de procédures embarrassantes, combien d'animaux ravissants par les griffes desquels il vous faudra passer. Sergents, procureurs, avocats, greffiers, substituts, rapporteurs, juges et leurs clercs. C'est être damné dès ce monde que d'avoir à plaider. Et la seule pensée d'un procès serait capable de me faire fuir jusqu'aux Indes. À combien fait-il monter le mulet? Monsieur, pour le mulet, pour son cheval et celui de son homme, pour le harnais et les pistolets, et pour payer quelques petites choses qu'il doit à son hôtesse, il demande, en tout, 200 pistoles. 200 pistoles? Oui. Allons, allons, nous plaiderons. Faites réflexion. Non, je plaiderai. Mais pour plaider, il vous faudra de l'argent, il vous en faudra pour l'exploit, il vous en faudra pour le contrôle, il vous en faudra pour la procuration, pour la présentation, conseil, production et journée du procureur. Il vous en faudra pour les consultations et plaidoiries des avocats, pour l'enregistrement du greffier, sans parler de tous les présents qu'il vous faudra faire. Donnez cet argent-là à cet homme-ci, vous voilà hors d'affaire. Comment? 200 pistoles? Oui, vous y gagnerez. Je ne donnerai point 200 pistoles. Voici l'homme dont il s'agit. Scapin, faites-moi connaître un peu cet Argante qui est père d'Octave. Pourquoi, monsieur? Je viens d'apprendre qu'il veut me mettre en procès et faire rompre par justice le mariage de ma sœur. Je ne sais pas s'il a cette pensée, mais il ne veut point consentir aux 200 pistoles que vous demandez et il dit que c'est trop. Par la mort, par la tête, par le sang! Si je le trouve, je veux échiner. Dussé-je être roué tout vif. Qui est cet homme-là? Ce n'est pas lui, monsieur, ce n'est pas lui. N'est-ce point quelqu'un de ses amis? Non, monsieur, au contraire, c'est son ennemi capital. Son ennemi capital? Oui. Ah, morbleu, j'en suis ravie! Vous êtes ennemi, monsieur, de ce faquin d'Argante, hein? Oui, oui, je vous en réponds. Touchez-la, touchez. Je vous donne ma parole, et je vous jure sur mon honneur, par l'épée que je porte, par tous les serments que je saurais faire, qu'avant la fin du jour, je vous déferai de ce maraud fiefé, de ce faquin d'Argante. Il se tiendra sur ses gardes, assurément. Et il a des parents, des amis et des domestiques, dont il se fera un secours contre votre ressentiment. C'est ce que je demande, morbleu. C'est ce que je demande. Ah, tête, ventre! Que trouvais-je à cette heure-ci avec tout ce secours? Que ne paraît-il à mes yeux au milieu de 30 personnes? Que les vois-je fondre sur moi les armes à la main? Comment, Marot, vous avez la hardiesse de vous attaquer à moi? Allons, morbleu, tue, point de quartier. Donnons, ferme, poussons. Bon pied, bon oeil. Ah, coquin, canaille! Vous en voulez par là? Je vous en ferai tâter votre soupe. Comment? Vous reculez? Pied ferme, morbleu, pied ferme! Hé, monsieur, nous n'en sommes pas. Voilà qui vous apprendra à vous oser jouer à moi. Scapin, Qu'est-il? je me résous à donner les 200 pistoles. J'en suis ravie, monsieur, pour l'amour de vous. Allons le trouver, je les ai sur moi. Vous n'avez qu'à me les donner là. Il ne faut pas, pour votre honneur, que vous paraissiez là après avoir passé ici pour autre que ce que vous êtes. Et de plus, je ne craindrai qu'en allant vous faisant connaître, il n'alla s'aviser de vous demander davantage. J'aurais été bien aise de voir comme je donne mon argent. Est-ce que vous vous défiez de moi? Non pas, mais... Non, monsieur, ne me donnez point votre argent. Je serais bien aise que vous donniez à quelqu'un. Bon Dieu, tiens, je vais t'attendre chez moi. Je ne manquerai pas d'y aller. Seul. Et un. Je n'ai qu'à chercher l'autre. Ah, ma foi, le voici. Il me semble que le ciel, l'un après l'autre, les envoie dans les filets.
moi avec son visage affligé? N'y a-t-il personne qui puisse me dire où est le seigneur Géronte? Qu'y a-t-il, Scapin? Où pourrais-je le rencontrer pour lui dire cette infortune? Qu'est-ce que c'est donc? Enfin, je cours de tous côtés pour le pouvoir trouver. Et voici! Il doit être caché en quelque endroit qu'on ne puisse point deviner. Oh là! Es-tu aveugle que tu ne me vois pas? Ah, monsieur, il n'y a point moyen de vous rencontrer. Il y a 1 heure que je suis devant toi. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a? Monsieur? Quoi? Monsieur, votre fils. Eh bien, mon fils est tombé dans une disgrâce la plus étrange du monde. Et quelle? Je l'ai trouvé tantôt tout triste de je ne sais quoi que vous lui avez dit. Vous m'avez assez mal mêlé à ce propos, et cherchant à divertir cette tristesse, nous nous sommes allés promener sur le port. Là-bas, entre autres plusieurs choses, nous avons arrêté nos yeux sur une galère turque assez bien équipée. Un jeune turc de bonne mine nous a invités d'y entrer. Il nous a fait 1000 civilités, nous a donné la collation. Qu'y a-t-il de si affligeant à tout cela? Attendez, monsieur. Nous y voici. Pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer. Et, se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif. Et m'en va vous dire que si vous ne lui envoyez pas, par mois, tout à l'heure, 500 écus, il va vous envoyer votre fils en Alger. Comment diantre? 500 écus? Oui, monsieur. Et de plus, il ne m'a donné pour cela que 2 heures. Ah, pandard de turc! M'assassiner de la façon! C'est à vous, monsieur, d'aviser promptement au moyen de sauver des fers un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Mais que diable il fait dans cette galère? Et ne songez pas à ce qui est arrivé. Va-t'en, Scapin. Va-t'en dire à ce turc que je vais lui envoyer la justice après lui. La justice en pleine mer? Vous moquez-vous des gens? Mais que diable il fait dans cette galère? Une méchante destinée conduit quelquefois les personnes. Il faut que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle. Quoi, monsieur? Que tu ailles dire à ce turc qu'il me renvoie mon fils et que tu te mets à sa place jusqu'à ce que j'ai amassé la somme qu'il demande. Monsieur, songez-vous à ce que vous dites et vous figurez-vous que ce turc ait si peu de sens pour aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils? Mais que diable il fait dans cette galère? Il ne devinait pas ce malheur. Songez, monsieur, qu'il ne m'a donné que 2 heures. Tu dis qu'il demande 500 écus. 500 écus? Oui. N'a-t-il point de conscience? Vraiment, oui, de la conscience à un turc. Mais sait-il ce que c'est, 500 écus? Oui, monsieur, il sait que c'est 1500 livres. Et croit-il, le traître, que 1500 livres se trouvent dans le pas d'un cheval? Ce sont des gens qui n'entendent point de raison. Tiens, voilà la clé de mon armoire. Bon, tu l'ouvriras. Fort bien, tu trouveras du côté gauche une grosse clé qui est celle de mon grenier. Oui, tu iras prendre toutes ces armes, qui sont ces 2 grandes mannes, et tu les vendras au fripier pour acheter mon fils. Monsieur, rêvez-vous? Je n'aurai pas 100 francs de ce que vous me dites. Et de plus, vous savez le peu de temps qu'on m'a donné. Mais que diable est-il fait dans cette galère? Oh, que de paroles perdues! Laissez-la, cette galère, et songez que vous courez risque de perdre votre fils. Hélas, mon pauvre maître, peut-être que je ne te reverrai de ma vie, et qu'à l'heure où je te parle, on t'emmène esclave en Alger. Mais le ciel me sera témoin que j'ai fait pour toi tout ce que j'ai pu, et que si tu manques à être racheté, il n'en faut qu'accuser le peu d'amitié d'un père. Attends, Scapin, je m'en vais guérir cette somme. Ah, de grâce, monsieur, dépêchez, je ne tremble que l'heure ne sonne. N'est-ce pas 400 écus que tu dis? Non, 500. 500 écus? Oui. Mais que diable est-il dans cette galère? Cela est vrai, mais hâtez-vous. N'avait-il point d'autres promenades? Vous avez raison, mais faites promptement. Maudite galère! Cette galère lui tient au cœur. Tiens, ne me souvenez pas que je viens justement de recevoir cette somme en or? Tiens, va-t'en racheter mon fils. Oui, monsieur. Mais dis à ce turc que c'est un scélérat. Oui, un infâme. Fort bien. Un homme sans foi, un voleur. Laissez-moi faire. Il me tire 500 écus contre toutes sortes de droits. Oui, que je ne les donne ni à la mort, ni à la vie. Oui, et que si jamais je le rattrape, je saurai me venger de lui. Va-t'en racheter mon fils. Oh là, monsieur. Quoi? Où est donc cet argent? Ne te l'ai-je pas donné? Non, vraiment, vous l'avez remis dans votre poche. Oh, c'est la douleur qui me trouble l'esprit. Je le vois bien. Tiens, va-t'en racheter mon fils. Que diable est-il dans cette galère? Maudite galère, traître turc et tous ces diables! Il ne peut digérer les 500 écus que je lui arrache, mais il n'est pas quitte envers moi. Et je compte lui faire payer en une autre monnaie l'imposture qu'il m'a faite auprès de son fils.
Eh bien, Scapin, as-tu réussi dans ton entreprise pour moi? As-tu réussi à sortir mon amour de la peine où il est? Voilà 200 pistoles que j'ai tirées de votre père. Ah, que tu me donnes de joie. Pour vous, je n'ai rien pu faire. Faut donc que j'aille mourir. Je n'ai que faire de vivre. Si Zerbinette m'est ôtée, Oh là, comme vous allez vite. que veux-tu que je devienne? Allez, j'ai votre affaire ici. Oh, que tu me redonnes de joie. Mais à condition que vous me promettez, à moi, une petite vengeance contre votre père. Tout ce que tu voudras. Vous me le promettez devant témoin? Oui, Voilà, c'est que. allons-y promptement acheter celle que j'adore. Le jet paraît des plumes du paon. Un paon muet. Un jet prit son plumage, puis après se l'accommoda, puis parmi messieurs les pans se panada, croyant être un beau personnage. Quelqu'un le découvrit, le reconnut. Il fut bafoué, moqué, sifflé, berné, joué, et par messieurs les pans, plumé d'étranges sortes. Même parmi ces pareils s'étant réfugié, il fut pour mis à la porte. Il est assez de jets à 2 pieds comme lui, qui se parent souvent des dépouilles d'autrui, et que l'on nomme plagiaire. Je m'en tais. Je ne veux leur causer nul ennui. Ce ne sont pas là mes affaires.
renard et le bouc. Capitaine Renard allait de compagnie avec son ami bouc des plus hauts encornés. Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez. L'autre était passé maître en fait de tromperie. La soif les obligea de descendre en un puits. Là, chacun d'eux se désaltère. Après qu'abondamment tous deux en eurent pris, le renard dit au bouc : « Que ferons-nous, compère ? Ce n'est pas tout de boire, il faut sortir d'ici. » Lève tes pieds en haut, et tes cornes aussi, mets-les contre le mur. Le long de ton échine, je grimperai premièrement. Puis sur tes cornes mets le vent, avec l'aide de cette machine. De ce lieu-ci, je sortirai. Après quoi, je t'en tirerai. Par ma barbe, dit l'autre. Il est bon, et je loue les gens bien sensés comme toi. Je n'aurai jamais, quant à moi, trouvé ce secret, je l'avoue. Le renard sort du puits, laisse son compagnon, et vous lui faites un beau sermon pour l'exhorter à patience. Si le ciel tue, dit-il, donné par l'excellence, autant de jugement que de barbe au menton, tu n'aurais pas à la légère descendu en ce puits. Or, adieu, j'en suis hors. Tâche de t'en tirer et fais tous tes efforts, car, pour moi, j'ai certaines affaires qui ne me permettent pas d'arrêter en chemin. En toute chose, il faut considérer la fin. Eh bien, Scapin, comment va la femme de mon fils? Votre fils, monsieur. Votre fils, monsieur, est en lieu de sûreté. Mais, vous courez maintenant, vous, le péril le plus grand du monde. Et je voudrais pour beaucoup que vous fussiez dans votre logis. Comment? À l'heure où je vous parle, on vous cherche de toutes parts pour vous tuer. Moi? Oui, Et qui? le frère de cette personne qu'Octave a épousée. Il croit que le dessein que vous avez de mettre votre fille à la place que tient sa sœur est ce qui pousse le plus fort à faire rompre leur mariage. Et dans cette pensée, il a résolu hautement de décharger son désespoir sur vous et vous ôter la vie pour venger son honneur. Ne saurais-tu trouver quelques moyens pour me tirer de peine? J'en imagine bien un, mais je courrais le risque moi de me faire assommer. Et Scapin, montre-toi serviteur zélé. Ne m'abandonne pas, je te prie. Je veux bien. J'ai une tendresse pour vous qui ne saurait souffrir que je vous laisse en secours. Tu en seras récompensé. Je t'assure. Et je te promets cet habit-ci quand je l'aurai un peu usé. Attendez, voici une affaire que je me suis trouvée fort à propos pour vous sauver. Il faut que vous vous mettiez dans ce sac. Non, viens, ce n'est personne. Viens, venez vous dis-je. Il faut que vous vous mettiez là-dedans et que vous gardiez de vous remuer en aucune façon. Je vous chargerai sur mon dos comme un paquet. L'invention est bonne. La meilleure du monde, vous allez voir. Tu me payeras l'imposture. Comment? Je disais que vos ennemis seront bien attrapés. Mettez-vous bien jusqu'au fond et prenez garde de ne point vous montrer et de ne branlez pas. Quelque chose qui puisse arriver. Laisse-moi faire, je saurai me tenir. Cachez-vous, voici un spadassin qui vous cherche. Quoi? Je n'aurai pas l'avantage de tuer ce Géronte et personne, par charité, ne m'enseignera où il est. Cachez-vous. Caléris, je le trouverai. Je le trouverai. Se cache-t-il au centre de la terre? Ne prends pas. Oh, l'homme au sac. Monsieur, je te vaille en lui et tu m'enseignes où est Géronte. Vous cherchez le seigneur Géronte? Oui, mordi, je le cherche. Et pour quelle affaire, monsieur? Pour quelle affaire? Oui,
Je veux qu'Adédis le faire mourir sous des coups de bâton. Oh monsieur, les coups de bâton ne se donnent pas à un gens comme lui. Qui se fat de Géronte, se malade, se vélitre. Monsieur, le seigneur Géronte n'est ni fan, moro, ni vélitre, et je voudrais s'il vous plaît que vous parliez d'autre façon. Est-ce que tu es les amis de ce Géronte? Oui monsieur, j'en suis. Ah, Cadédis, tu es de ses amis, à la bonne heure. Voilà ce que je te vaille pour lui. Oh, ah, 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 ah. Va, porte-lui cela de ma part. Adieu, inceste. Ah, je n'en peux plus. Ah, monsieur, je suis tout moulu et les épaules me font un mal épouvantable. Comment? C'est sur les miennes qu'il a frappé. Nenni, monsieur, c'est sur mon dos qu'il frappait. Pourtant, je les ai bien sentis. Et je les sens bien encore. Non, vous dis, ce n'est que le bout du bâton qui a été jusqu'à vos épaules. Tu aurais dû donc t'éloigner pour m'épargner. Prenez garde. Voici un autre qui est l'ami d'un étranger. Aïe. Cachez-vous bien. Guirolde! Guirolde! Cachez-vous bien. Vous, dites-moi où est Sigironte que moi chercher. Je ne sais pas où est Géronte. Vous, dites-le-moi. Moi, il falloir une grande chose à lui. Moi, l'avoir envie de lui donner une petite régale sur le dos d'une douzaine de coups de bâton. Ya, un drail, oder pire, petit coup d'épée au travers de son poitrine. Je vous assure, monsieur, je ne sais pas où il est. Il me semble que j'y vois remouer quelque chose dans ce sac. Excusez-moi, monsieur. Il y a quelque histoire là-dedans. Je vous assure que non, monsieur. Moi, l'avoir envie de donner un coup d'épée dans ce sac. Gardez-vous-en bien. Tout doux, monsieur. Tout doux. Au revoir. Ah, je suis roué. Ah, je suis mort. Pourquoi diantre faut-il qu'il frappe sur mon dos? Ah, monsieur. Une demi-douzaine de soldats, tous ensemble. Cachez-vous. Allons, tâchons à trouver ce Géronte. Cherchons partout. N'épargnons point nos pas. Courons toute la ville. N'oublions aucun lieu. Cherchons partout. Furetons de tous les côtés. Par où irons-nous? Tournons par là. Non, par ici. À gauche. À droite. Néné. Si fait. Cachez-vous bien. Cachez-vous. Ah, camarade. Voici son valet. Allons, coquin. Il faut que tu nous enseignes où est Géronte. Oh, monsieur, ne me maltraitez point, s'il vous plaît. Allons, dis-nous où il est. Park. Oh, monsieur, tout, s'il vous plaît. Si tu nous enseignes pas où est ton maître tout à l'heure, nous allons faire pleuvoir sur toi une ondée de coups de bâton. J'aimerais mieux souffrir toute chose que vous trahir mon maître. Nous allons t'assommer. Je ne trahirai point mon maître. Ah, tu veux ta terre? Ah, infâme, traître, scélérat, c'est ainsi que tu m'assassines. Oh, Seigneur Argante, vous me voyez accablé de disgrâce. Vous me voyez aussi dans un accablement horrible. Ce pandard de Scapin,
par une fourberie, m'a attrapé 500 écus. Ce même Pandare le Scapin, par une fourberie aussi, m'a attrapé 200 pistoles. Il ne s'est pas contenté de m'attraper 500 écus, il m'a traité d'une manière que j'ai honte de dire. Je veux qu'il me fasse raison de la pièce qu'il m'a jouée. Je ferai de lui une vengeance exemplaire. Venez. Sylvestre, que font nos gens? J'ai deux avis à te donner. L'un, c'est que l'affaire d'Octave est accommodée. Notre Hyacinthe s'est trouvée la fille du seigneur Géronte. L'autre avis, c'est que les deux vieillards font contre toi des menaces épouvantables. Et surtout le seigneur Géronte. Ah, cela n'est rien. Les menaces ne m'ont jamais fait mal. Et ce sont des nuées qui passent bien loin sur nos têtes. Prends garde à toi. Les fils se pourraient bien raccommoder avec les pères et toi demeurer dans la nasse. Laisse-moi faire. Je trouverai le moyen d'apaiser leur courroux. Retire-toi les volets qui sortent. Mon fils, vous voilà sain et sauf. Oui, mon père, ne vous tourmentez plus, que j'aime une inconnue, son essence et son bien. Ceux de qui je l'ai racheté viennent de me découvrir qu'elle est de cette ville et d'honnête famille, et que ce sont eux qui l'ont dérobée à l'âge de 4 ans. Voici un bracelet qu'ils m'ont donné, qui pourra nous aider à retrouver ses parents. Las, avoir ce bracelet, c'est celui de ma fille, que j'ai perdu à l'âge que vous dites. Votre fille? Oui, tout est bien qui finit bien. Monsieur, il vient d'arriver un accident. Quoi? Le pauvre Scapin. C'est un pandard que je vais faire pendre. Hélas, messieurs, il se meurt et il prie qu'on l'apportât ici pour pouvoir vous parler avant que de mourir. Monsieur, je n'ai pas voulu mourir sans venir demander pardon à toutes les personnes que je puisse avoir offensées. Et principalement le seigneur Argante et le seigneur Géronte. Pour moi, je te pardonne. Va, meurs en repos. C'est vous, monsieur, que j'ai le plus offensé par ces coups de bâton que je vous ai... Ne parle pas davantage. Je te pardonne aussi. Ça a été une témérité bien grande à moi. Ces coups de bâton que je vous ai... Laissons cela. J'ai, en mourant, une douleur inconcevable. Des coups de bâton que je Mon vous ai... Dieu, tais-toi. Des malheureux coups de bâton. Tais-toi, te dis-je. J'oublie tout. Hélas, quelle bonté. Mais est-ce de bon cœur que vous me pardonnez les coups de bâton que je vous ai... Eh oui, j'oublie tout. Voilà qui est fait. Je me sens tout soulagée depuis cette parole. Oui, mais je te pardonne à la charge que tu mourras. Je me dédie de ma parole si tu réchappes. Voilà les faiblesses qui me reprennent. Seigneur Géronte, en faveur de notre joie, il faut lui pardonner sans condition. Soit. Allons manger pour mieux goûter à notre plaisir. Et moi, qu'on me porte au bout de la table, en attendant que je meure. Chaque fois que les gens découvrent son mensonge, c'est le châtiment qui lui revient, accru par la colère. Il gémit, il gémit, il gémit. Je suis cuit, je suis cuit. Comme mensonge. Le menteur n'est jamais cru.
merci à tout le monde. Je pense qu'ils ont vraiment mérité les applaudissements parce que... Ils ont vraiment mérité les applaudissements parce que ça représente un gros boulot de faire ce qu'ils ont fait, même si c'est compacté en 1 heure, c'est vraiment pas, vous vous rendez compte, un texte facile et puis de l'incarner et tout. Et en plus, le spectacle est bien plus tôt dans l'année, donc ça a demandé à tout le monde de redoubler d'efforts. Mais voilà, je crois que l'aventure en valait la peine. Encore une fois, merci à vous de votre présence. N'hésitez pas à aller vous rafraîchir avec Antonella qui nous accueille au fond, pendant qu'on débriefe à chaud 5 minutes avec eux, avec voilà, nos différents collègues qui sont là. Mais merci encore à tous d'être venus. Et merci à vous.